2020 et pour la toute première fois, la France se confine. Les magasins baissent le rideau, les entreprises ferment leurs portes et tous les salariés découvrent enfin la joie de faire l'école à la maison. Tous? Non. À Rennes, une petite équipe de bénévoles de la Croix-Rouge française va faire un pari complètement fou. Celui de maintenir ouvert le seul point de distribution alimentaire de toute la ville pour les personnes dans le besoin, et ceci pendant plus de 6 mois. Une histoire racontée par un commercial qui n'est évidemment intéressé que par les chiffres et un coach agile forcément plus occupé par les soirées mondaines de ses clients que par l'accompagnement de ses équipes. Bon courage. Ok. Bonjour. Tu, tu l'as payé, le gars? Non, pourquoi? On aurait peut-être dû. Bon, bonjour tout le monde. Merci d'être présent avec nous aujourd'hui. Vous êtes bien à la présentation à ce Rex de résilience et auto-organisation. Un Rex qui va tourner, vous avez compris, autour de ce qui s'est passé durant le premier confinement à la Croix-Rouge française. On va démarrer tranquillement déjà par remercier l'intégralité des sponsors et de l'équipe d'Orga que je souhaiterais personnellement remercier parce que je les ai vus trimer. Je bosse avec certains d'entre eux. Ils ont eu énormément de courage et énormément d'énergie pour arriver au bout de 2 ans à nous présenter cette nouvelle édition de l'Agile Tour. Merci à tous les sponsors qui les ont suivis. Marie, tu disais ça ce matin, que c'était, ils avaient réagi très rapidement cette année pour nous suivre. Donc, je voudrais, s'il vous plaît, un tonnerre d'applaudissements pour tous nos sponsors présents aujourd'hui. Ok. Alors, le titre, déjà, il comporte 2 termes, 2 notions que je voudrais un petit peu élaborer. Résilience et auto-organisation. Donc, pour qu'on soit au clair avec tous les sujets qu'on va aborder aujourd'hui, déjà, parlons de résilience. Alors, résilience, clairement, c'est un pas en arrière. La résilience en informatique, c'est lorsqu'un système informatique se plante, quand il y a une panne, un système résilient va être capable, comme ça, de, à minima, fournir un service dégradé, mais un service fonctionnel, voire carrément se reconstituer par lui-même pour se remettre en marche. On adore avoir des systèmes comme ça. La petite image qu'on a, c'est Simiarni, c'est merde, j'ai oublié le nom, Chaos Monkey. Chaos Monkey qui est spécialisé dans le fait de péter les pattes à vos serveurs et de voir comment ça réagit. La résilience en écologie, en biologie, là c'est pareil, il y a une notion de choc et de réaction après le choc. Une forêt qui a subi un traumatisme de type un départ de feu énorme va petit à petit, par elle-même, toute seule, revenir à un état fonctionnel si elle est ce qu'on appelle à la base résiliente. Si par contre elle en subit plusieurs d'année en année, elle n'est plus résiliente et bien souvent on assiste à la mort de parcelles de forêt entières. En économie, on a également cette notion de coût, d'après-coup. Krach boursier. L'économie est dite résiliente si elle est capable d'elle-même de remonter la pente, de réaccumuler du gain, en l'occurrence pour l'économie. Enfin, dans le social, on parle également de résilience, mais cette fois-ci, avec une petite parenthèse, on s'adresse plutôt à la notion de groupe, et pas d'un individu. Est-ce qu'un groupe est résilient? Est-ce qu'un groupe est capable de faire face à l'adversité par elle-même? On prend une zone qui est inondée, vous n'aurez pas un pompier à l'entrée de chaque maison qui viendra vous aider. Donc généralement, on parle de solidarité, de liens forts dans le voisinage, ce genre de choses. C'est ça aussi la résilience. De l'autre côté, on a l'auto-organisation. L'auto-organisation, donc, c'est un système qui, par lui-même, avec ses propres moyens, va s'organiser. Alors, il faut savoir que n'importe quel système, vous posez un truc, des plantes, des animaux, ils vont s'organiser, ils vont aller jusqu'à un niveau d'auto-organisation. On peut donc imaginer l'auto-organisation initiale, mais on peut également parler d'une auto-organisation d'amélioration, d'évolution, dans le cas où vous introduisez une nouvelle variable dans le système. Donc, un système qui s'auto-organise, c'est à la fois un système qui s'initie, et qui se stabilise, mais également, ça peut être un système qui évolue et qui va chercher à se restabiliser. De manière générale, tous les systèmes vont tenter de se stabiliser. On va peut-être se présenter, Kevin, quand même. Oui, ça pourrait être pas mal. Je m'appelle Kevin, vous l'avez compris. Je suis développeur, ancien développeur, agiliste, formateur. Je fais un peu parfois du coaching auprès des équipes. Je suis également ex-membre de la Croix-Rouge. Je suis un ancien secouriste, un ancien formateur. Je suis un ancien maraudeur de la Croix-Rouge aussi. J'ai touché un petit peu à tout pendant plus de 5 ans à la Croix-Rouge. Ça a été une époque géniale.
Et ma devise personnelle, People First, je crois foncièrement en l'humain et à sa bonté. Pour me présenter, donc, je m'appelle Maxime, je suis commercial au sein d'une entreprise qui s'appelle Oxéo, on est sponsor de l'événement, qui est une ESN du coup 100% rennaise. Je suis très heureux d'être là parce que moi j'ai découvert l'Agile Tour, ça va remonter à quelques années, mais c'était en DUT informatique à l'IUT de Vannes, donc ça se passait dans les locaux de l'NCBS de mémoire. Donc c'est pour ça que je suis très content d'être présent à l'Agile Tour cette année. Je suis devenu bénévole, moi, à la Croix-Rouge française de Rennes au tout début du premier confinement. Donc c'est pour ça que je suis là aussi aujourd'hui. Donc association dans laquelle j'ai occupé différentes fonctions au cours des mois passés. Aujourd'hui, je suis donc secouriste, initiateur de premiers secours. Et j'ai la chance d'avoir en charge le pilotage de la partie urgence et secourisme à Rennes. Je vais vous présenter également une autre personne qui n'a pas pu venir aujourd'hui. Qui est Henri Dunant, qui est le fondateur en fait tout simplement de la Croix-Rouge. Donc la Croix-Rouge, pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est une association d'aide humanitaire qui a été fondée quelques années maintenant, 1854, et qui appartient à un mouvement international qui œuvre sous la protection d'un emblème, la Croix-Rouge. En France, c'est une association dite de sécurité civile. Donc vous avez forcément croisé bon nombre de ces bénévoles œuvrant sur l'ensemble du territoire à travers une multitude d'actions. Nous avons d'abord des actions qui vont relever dites de l'urgence et du secourisme, justement, donc au travers la présence d'équipes de secouristes sur des festivals, des manifestations, des événements sportifs, par exemple. On va également retrouver ces bénévoles de ces actions lors de formations grand public ou gestes qui sauvent, sans oublier des plans d'urgence, comme des inondations, des technivals ou attentats. Nous avons ensuite les actions dites sociales, et elles sont nombreuses car les besoins sont bien là. De l'aide alimentaire qui va nous concerner pour cette présentation, en passant par le SAMU social, donc les maraudes auprès des personnes à la rue, la domiciliation, les vestiboutiques, l'accueil santé sociale, etc. Ce sont plus de 60 000 bénévoles qui œuvrent aujourd'hui et qui partagent des valeurs communes au travers de ces actions. Peut-être Kevin, pour ceux qui auraient hiberné durant quelques mois, voire années, peux-tu nous rappeler ce qui s'est passé en 2020 ? Alors, je vais même aller un petit peu avant 2020. Ce ne sont pas les dates réelles, mais ce sont les dates qui sont les plus connues. Je commence par le 17 novembre 2019, où en Chine, à Wuhan, il y a un Chinois ou une Chinoise qui mange un truc qui n'est pas frais. Le 16 décembre a été identifiée la première hospitalisation en Chine, sous le titre de ce qui s'appellera plus tard la Covid. Le 13 janvier 2020, on a cette fois-ci un premier cas hors Chine continentale. Donc l'épidémie commence à se mondialiser. Le 30 janvier, l'OMS affiche une alerte critique sur l'épidémie. Maintenant, c'est acté. On est une strate mondiale. Et le 11 mars 2020, cette épidémie est requalifiée pour la toute première fois de pandémie. Ça, c'était le 11 mars. Le 17 mars à midi, le gouvernement français décide de confiner la France pour la toute première fois. Et ce confinement durera 55 jours. Ce confinement est basé sur un petit peu à l'arrache, faites ce que vous pouvez tant que vous le pouvez. Et ça, on va voir, ce tant que vous le pouvez, ça a des implications. Ceux qui ne peuvent pas se démerdent. Et du coup, on va voir qu'à la Croix-Rouge, cette notion de si vous ne pouvez pas, vous vous démerdez, ça a d'énormes implications. Je vous ai tout à l'heure parlé de la Croix-Rouge, je vous ai parlé de la Croix-Rouge française, mais laissez-moi maintenant vous présenter la Croix-Rouge française et plutôt l'unité locale de la Croix-Rouge française de Rennes. On va se remettre à l'époque, donc en mars 2020. Elle est tenue par près de 300 bénévoles, plus ou moins actifs, et 3 salariés, une comptable, gestionnaire de projet, une coordination opérationnelle. Ok, on y retrouve différentes activités. Si je reprends mes deux grands piliers, la partie urgence et secourisme, bien sûr, et également la partie sociale, donc avec domiciliation, aide alimentaire, SAMU social. Ce sont des activités qui sont réglementées, documentées, d'accord, soit par la loi, bien sûr, soit le ministère de l'Intérieur, que ce soit dans les conditions d'hygiène, etc., par des directives nationales qui nous viennent du siège de la Croix-Rouge française, régionales, voire même locales, des procédures, et également par des partenariats, des conventions qui ont pu être signées avec des grandes et moyennes surfaces, avec la banque alimentaire, avec des collectivités, etc. Pour vous parler plus spécifiquement de la distribution alimentaire, que vous compreniez bien les tenants et les aboutissants de notre présentation du jour, on peut diviser cette activité en deux grandes catégories. La première, une phase amont. En amont,
il va donc falloir qu'on récupère des denrées alimentaires via des partenariats avec donc, des grandes et moyennes surfaces, des grandes enseignes, ou avec d'autres associations comme la Banque alimentaire, dont c'est le rôle. On va donc aller chercher en camion ces denrées, les réceptionner à l'unité locale de Rennes, les trier, les filtrer, les stocker. Également en amont, on va inscrire sur des critères écosociaux, transmis généralement par des assistantes sociaux du CCAS ou du CDAS, des familles, des foyers qui sont dans le besoin du coup d'avoir une aide alimentaire. Et donc sont inscrites, avant mars 2020, près de 120 familles qui bénéficient justement de l'aide alimentaire à la Croix-Rouge. Heureusement, il n'y a pas qu'à la Croix-Rouge qu'il y a de l'aide alimentaire. Ça, c'est la phase amont. La phase pendant, c'est la distribution. L'idée, c'est de composer un panier type pour chaque foyer, contre une petite somme d'argent, qui va composer du coup des fruits et des légumes, qui va être composé également de produits secs, donc des pâtes, de l'huile, de la farine, des céréales, du chocolat, du café, et également des produits frais ou froids, comme de la viande, des plats préparés, etc. À Rennes, avant le Covid, est réalisé 4 distributions alimentaires par semaine. C'est une trentaine de familles par distribution, d'accord, d'où 120 familles qu'on aide, et ça représente un total de 1700 repas délivrés par semaine. Ce qui est déjà pas mal. Tout à fait. Cette activité est pilotée par une responsable qui porte l'ensemble de la connaissance et qui a l'expérience d'une distribution qui remonte à plus de 10 ans et qui est aidée, bien sûr, heureusement, elle n'est pas toute seule, par quelques bénévoles tous les jours, assez variables, de 1 à 6, pour aller récupérer justement les denrées alimentaires et les distribuer. À Rennes, et vous commencez à le comprendre, on va avoir 2 grands types de populations. Je vais caricaturer exprès. Une population dite active. Ce sont donc les secouristes, le week-end, avec un mot d'ordre, la discipline avant l'humain. Une population, je caricature encore, une dite retraitée, pour les actions en semaine, donc notamment la distribution alimentaire, avec une doctrine, l'humain avant la discipline. Historiquement, la distribution alimentaire, vous diront les bénévoles, ça a toujours fonctionné. Pourquoi ? Forte volumétrie de bénévoles ? Bah oui, la population vieillit, il y a de plus en plus de retraités, il y aura donc toujours du monde. Très bien. Une base documentaire. On a tous les outils, et notre responsable alimentaire sait très bien s'en servir. Son process n'est peut-être pas celui de la ligne conductrice exacte du national, mais elle le connaît bien, il a fait ses preuves, et il fonctionne. Et il y a énormément d'historiques. Des distributions alimentaires, il y en a toutes les semaines depuis tellement d'années, peu importe les perturbations, ça a fait ses preuves. C'est donc l'assurance d'un fonctionnement avéré depuis plusieurs années, ça ne peut que continuer. Ouais, mais voilà. Malheureusement, quand on supprime les personnes dites retraitées, quand on supprime cette volumétrie de bénévoles qui ne faisait que grandir, car la population vieillit, et quand on supprime également la connaissance de l'historique des missions de distribution alimentaire, qui n'étaient détenues que dans les mains d'une seule et même personne, il ne nous reste que cette fameuse base documentaire et les directives du national qui ne sont pas forcément suivies à l'échelle locale. À Rennes, la responsable de la distribution alimentaire, elle-même retraitée, appelle donc le 17 mars 2020 l'ensemble des partenaires pour leur dire, et à juste titre, que les activités sont arrêtées et que nous reviendrons à la fin du confinement. Seules 2 associations restent alors ouvertes, 2 associations locales, et tous les grands réseaux, à Rennes, mais comme au niveau du national, ferment leurs portes, faute de bénévoles. Et malheureusement, l'intégralité des distributions alimentaires de France passe donc à l'arrêt. Plus de 5,5 millions de Français sont alors livrés à eux-mêmes. Je crois que j'ai un peu cassé l'ambiance. Non, c'est cool. On avait tout envisagé, on savait tout gérer, n'importe quelle urgence, mais ce qui nous semblait être notre plus grande force, c'est avéré notre plus grande faiblesse, faire reposer toute une activité sur une même population. C'est donc ça la résilience, Kevin ? Alors c'est surtout une résilience de façade en fait, et c'est assez commun dans nos équipes, dans nos sociétés, de s'imaginer qu'on est paré à tout. Donc c'est pas inattendu en fait. Mais bon, voilà, on a vu comment on s'est bien cassé la gueule, on va voir maintenant comment on va reconstruire tout ça. Et cette reconstruction, elle passe d'abord par un monsieur qui est présent dans la salle
Élouan, je t'invite à te lever pour montrer que tu es là. Monsieur Élouan. Alors, cet homme est fou. À juste titre, hein, vous allez voir. Ce type a un CV à la Croix-Rouge uniquement. Quand vous l'imprimez, vous déforestez la moitié de l'Amazonie. Il a été formateur, il a été secouriste, il a fait du social, il a été directeur des secouristes de Rennes, il a été maintenant directeur du département des secouristes. Il a été administrateur proviseur de la Croix-Rouge de Rennes et il a été nommé administrateur proviseur de la Croix-Rouge de Rennes. Combien de jours? 3 jours? Une semaine avant le début du confinement. Hein, donc en plus d'avoir un super CV, il est poissard. Donc ce monsieur Élouan, oui, il est aussi conseiller au national. 3 fois rien. Donc ce monsieur Élouan arrive, il prend son poste, il met sa blouse, il est tout content, on dit paf, on ferme les portes. Donc sa première réaction, ça a été de dire non, moi j'ai un passif d'urgentiste, de secouriste, l'urgence actuellement, c'est de réouvrir à tout prix, à tout prix, à tout prix, et on va tout faire pour réouvrir. Et donc, première décision d'Élouan qui fait... oui, c'est petit cœur. Première réaction, c'est de se dire, vas-y Maxime. On va donc tâcher de réouvrir les portes. Et donc il a fait le choix, hein, c'est ce que vient de dire Kevin, de maintenir la distribution alimentaire ouverte. On va faire appel aux secouristes, cette population dite non active le week-end, mais non active la semaine, mais ça tombe bien, ils sont à peu près tous à la maison, ils sont à peu près tous en chômage partiel total. On va donc leur demander de venir, et on va faire aussi appel bien évidemment aux bénévoles de l'aide alimentaire et des autres actions qui ne sont pas confinés de par leur âge. Une grande question va se poser, comment faire? Personne n'a d'historique sur cette action, on va donc tâcher de réinventer le métier, de retisser, de réactiver tout ce qui a pu faire par le passé. L'objectif est clair et annoncé. On est à J+1 du confinement. L'objectif est de rouvrir les portes à J+4. À notre niveau, petit à petit, on va expérimenter avec toujours 2 grandes questions en tête. La première, sommes-nous déjà capables de faire? Pas de réponse. Et la deuxième, on est en Covid. Quid du sanitaire? Comment peut-on accueillir les personnes bénéficiaires de cette action, tout en conservant et garantissant des gestes barrières et les règles liées à cette pandémie. Il y a des faiblesses qui sont identifiées et elles sont claires. On est tous novices, on a une méconnaissance complète de cette action et il y a énormément d'incertitudes. On récupère les postes en l'état, il n'y a plus de contact avec les fournisseurs, il n'y a plus de contact non plus avec les personnes qu'on accompagne, les bénéficiaires. Tout a été rompu. Et quand on cherche à identifier la population bénéficiaire cible de cette action de distribution alimentaire dans l'urgence, ce sont bien sûr les bénéficiaires de la Croix-Rouge française, mais c'est également les personnes qui sont accompagnées par le Secours populaire, par le Resto du Cœur, vu que ces grands réseaux nationaux, à J+1, ont également fermé. Bien sûr, et heureusement, il y a des forces. On a une base de bénévoles forte, de par justement l'activité urgence et secourisme, disciplinée et disponible. On va faire appel à l'intelligence collective et surtout on va se reposer également sur les préconisations d'un audit qui avait été réalisé en 2019. Enfin, sera affichée de manière claire l'expression du droit à l'erreur pour repenser cette activité. Ça y est, on ouvre. On est à J+4 et la première distribution alimentaire vient d'avoir lieu. L'objectif est atteint, on a ouvert. Ok, pas forcément dans les meilleures conditions, avec beaucoup de bénévoles que ça n'est plus qu'en tout cas ce qu'il en fallait avant. On tourne à 15 bénévoles par jour pour arriver à cette première distribution. Et à cette première distribution, on a distribué 34 paniers. C'est génial. On va pas s'arrêter là, on a aidé 34 foyers. Nouvel objectif, réouvrir 5 jours plus tard, donc à J+9. Avec bien sûr une augmentation du nombre de paniers distribués à la clé, et dans un objectif surtout de pérenniser l'activité. De nouvelles contraintes, le bouche à oreille fonctionne. Tant mieux, on a des personnes qui se présentent spontanément. Mais qui dit plus de personnes à accompagner, plus de bénéficiaires, dit forcément il va falloir plus de fournisseurs. Qui dit plus de bénéficiaires, dit aussi il va falloir surtout plus de bénévoles. Parce qu'on voit qu'à 15, on était limite pour faire 34 paniers. Alors si on a 300 personnes qui se présentent devant la porte, c'est pas pour demain qu'on est prêt de les servir. Quid de l'encadrement? Aujourd'hui, il y a une personne qui tire les manettes, et c'est tout. Et comment faire coexister les doctrines, disciplines, humains, mêlés à beaucoup d'innovations. Heureusement, il y a des forces, toujours.
il y a des leaders, en tout cas des cadres, qui vont émerger spontanément, de par leurs idées, de par leur capacité à encadrer. On a des fournisseurs qui vont venir frapper spontanément à la porte de la Croix-Rouge pour justement donner leur stock qu'ils ne pourront pas vendre. Et enfin, on va avoir énormément de bénévoles spontanés qui vont venir frapper également à la porte de la Croix-Rouge. Plus de 300 personnes recensées souhaitant devenir bénévoles et filer un coup de main pendant justement le confinement et voir pourquoi pas s'inscrire sur la durée. On est à J+9 et ça fait deux distributions alimentaires qu'on assure. L'objectif est atteint. 90 paniers distribués le mercredi, puis à nouveau 90 le vendredi. Alors on a pris un peu plus de bénévoles. Par jour, on est plus ou moins à 25 bénévoles. Donc 25 bénévoles qui cohabitent dans un espace de quelques mètres carrés pour justement faire fonctionner cette distribution alimentaire entre les distributions, entre la ramasse le matin et les distributions l'après-midi. Et il y a eu surtout une augmentation par rapport aux 30 de la première distribution alimentaire du nombre de colis distribués. On est passé de 30 justement à 90. L'objectif, il va être donc de pérenniser cette activité. Mais on fait un constat un petit peu amer. On arrivera difficilement à faire mieux. En effet, par jour, on a un unique responsable de la distribution qui concentre les décisions de plus de 30 bénéficiaires, de plus de 30 bénévoles, et le plan de bataille du coup est fixé la veille pour simplifier les choses. Les murs physiques de l'unité locale, on ne peut pas les pousser. Ils sont inamovibles. Ça crée des bouchons quand on circule avec les colis, ça crée de la fatigue et ça crée surtout de la frustration de tous les côtés, que ce soit côté bénévole et côté public accueilli qui patiente des fois longtemps. Il faut qu'on fasse attention aux règles de distanciation physique. En fait, on ne peut pas forcément prendre plus de bénévoles parce que il faut toujours garder ses distances, les gestes barrières, assurer que tout le monde ait un masque, etc. Et enfin, les optimisations imaginées alors ne permettent pas forcément d'accompagner le flot de personnes accueillies qui est toujours plus nombreux. Mais comme le dit un philosophe célèbre, on peut toujours aller vers l'infini et l'au-delà. Alors on arrive à J+15 et moi je viens quasiment tout juste de me faire embaucher chez Zenica et on me dit félicitations Kevin, t'as rien à faire, il n'y a pas de boulot de toute façon, donc reste en interco. Alors, je suis en interco, je me fais chier comme un rat mort. Puis je contacte Elon, je fais par le plus grand des hasards, tu n'aurais pas besoin de bras. Il me fait si, vas-y viens, il y a des légumes à trier. Bon, me voilà. Je suis un ancien cadre de l'unité locale de Rennes, je connais bien les meubles et les murs. Du coup, j'arrive et on me file directement le poste de cadre, en trieur de légumes toujours, c'est pas très glorieux. Mais au moins, je suis dedans, je peux enfin me rendre utile. Et en triant mes légumes comme ça, je vois la responsable de la distribution alimentaire qui passe comme ça avec sa petite feuille et je constate un petit peu ce que vient de dire Maxime, c'est lent, il y a de la congestion, il y a des palettes qui coincent. On n'arrive pas à passer en même temps aux portes. Puis ça commence à être frustré de dire mais attends, nous on est en train de faire nos cagettes, là on est prêt, on attend, pourquoi ça part pas? Puis de l'autre côté on entend les bénéficiaires à l'extérieur sous la cagnac en train de dire et moi j'attends, il est où ma cagette? Donc j'ai le même constat qu'a fait Maxime, c'est que ça coince sévère. Heureusement, je viens pas juste avec mon expérience Croix-Rouge. Je suis également issu j'ai été moulé dans le monde de l'agilité. Donc j'ai forcément des trucs en tête, des connexions qui se font, et je me dis, ce qui serait quand même sympa, c'est essayer de réfléchir à, est-ce qu'il n'y aurait pas une recette qui nous permettrait, nous, à la Croix-Rouge, d'aller beaucoup plus vite, mais toujours aussi bien. Comment faire en quelques heures à peine pour transformer votre tonne 5 de pâtes en un panier repas prêt à être emporté. Beaucoup plus rapidement, mais toujours avec la même qualité de service. Bonne nouvelle, on a trouvé la solution. Je vais vous la donner. Ne l'ébruitez pas, parce que nous, on compte revendre cette formule, donc gardez-la pour vous. Mais en tout cas, voilà à la Croix-Rouge comment ça s'est passé. Premier point, on a cherché à fluidifier notre processus. Alors ça passe par quoi? Ça passe par énormément d'aspects, je vous en donne quelques-uns. On a calculé, on a segmenté les postes, comme ça on a fait toi tu t'occupes du froid, toi tu t'occupes de machin, puis on a regardé à chaque fois où est-ce qu'il y avait des bouchons. Et à chaque fois qu'il y avait des bouchons, on essayait de traiter uniquement là où il y avait des bouchons. On ne s'occupait pas du reste. Premier point, on a essayé de traiter uniquement les bouchons qui étaient identifiés.
Pour voir si d'une distribution à une autre, on s'améliorait ou pas, on a calculé le temps total de distribution et le nombre de paniers. Vous faites une division, un petit ratio, ça vous donne à peu près le nombre de paniers livrés à la minute ou combien de temps votre panier met pour être livré. Ça va selon le sens où vous faites la division. Pour information, la toute première fois qu'on a fait ce calcul-là, au moment où la personne arrive à l'accueil en disant « Bonjour, je voudrais manger », et le moment où elle récupère son panier, la toute première fois, elle attendait 15 minutes. C'était la première commande. Donc c'était le temps que le système s'échauffe. À la fin, on mettra moins de 5 minutes à être livré. Je crois qu'on a mis 3 ou 4 minutes. Et un autre point, c'est que pour fluidifier votre processus, il n'y a pas de mystère. Il ne faut plus un responsable, il ne faut plus un chef qui ait les barrettes sur les côtés et qui dirige tout. On a délégué les responsabilités, notamment les responsabilités au niveau des pôles de froid, des pôles secs. On leur a donné la capacité de prendre des décisions par eux-mêmes. Ils étaient autonomes. Ça, c'était très important pour nous parce que du coup, le grand chef n'avait plus besoin de surveiller partout. Deuxième chose, faites des briefings. Tous les jours, tous les matins, on a 90% de turnover. Que je n'entende plus jamais quelqu'un dans son équipe se plaindre que son turnover est trop élevé. Nous, on fonctionnait sur 100 bénévoles, enfin sur 25 bénévoles, on en avait plus de 20 qui étaient nouveaux, qui connaissaient que dalle le matin. Donc c'était tous les matins, que ce soit un nouveau, que ce soit quelqu'un qui n'était pas venu depuis une semaine ou que ce soit des anciens, le même discours à tous, rappel des règles sanitaires, rappel des règles concernant le traitement de la nourriture, lavez-vous les mains, toussez pas dans la tronche du copain, ce genre de choses basiques. Et quel est l'objectif de la journée? Alors il y a des journées où ce sont des journées calmes, où on va faire du rangement, où on va faire de l'accueil de nourriture. Puis il y a des jours qui sont un peu plus mouvementés, où là l'objectif c'est de distribuer un maximum de nourriture, donc préparez-vous à être à tel et tel poste. Le soir, on va récupérer les retours de toutes nos équipes, donc c'est une plénière, avec les cadres, les grands chefs, les sous-chefs, les moyens chefs, tous les bénévoles qui étaient présents sur une journée, qui seront encore là demain ou pas, tout le monde a le droit de remonter, a le devoir même de remonter ses idées, et on va traiter, on va donner un porteur d'action à ces idées-là pour les mettre en application potentiellement dès le lendemain matin. Toutes les idées ne seront pas, toutes les idées ne seront pas traitées, mais dans ces cas-là, il faut traiter la non-action. C'est-à-dire, leur dire, ton idée a l'air très bien, mais en fait, on l'a testé la semaine dernière, ça n'a pas marché. Ton idée, elle est très bien, je la mets en place le lendemain matin, je calcule le temps qu'il me faut pour faire toute ma distribution, on a dégradé le service, on revient en arrière. Et c'est pas grave. Maxime l'a dit tout à l'heure, on a le droit à l'erreur. Ça fait partie d'ailleurs des informations que l'on donne durant la plénière le matin. Vous avez le droit à l'erreur parce que, sachez-le, de toute façon, on va se planter. C'est une certitude. On ne sait pas comment ça marche. On apprend, c'est pas grave. Mais essayez. Assurer une bonne transmission, règle numéro 4. Et ça marche à 2 niveaux. Premier niveau, je vous ai dit 90% de turnover, il me faut donner une bonne transmission. D'ailleurs, on pourrait maintenant parler de percolation, on a vu ça ce matin avec la première keynote. Assurer une bonne percolation avec tous les nouveaux. Les règles changent quasiment quotidiennement dans l'équipe. Donc il est important que même si quelqu'un a été de repos pendant 48 heures, puisse remettre le pied correctement dans toutes les nouvelles règles. On bougeait les salles à l'intérieur du bâtiment. Un coup, le froid, il était ici. Un coup, on allait bouger les frigos, on les mettait ailleurs. Les mecs, ils revenaient, ils faisaient « Il est où mon frigo ?» Ah non, il est bougé. Donc, pouvoir assurer cette transmission de l'information à tous les nouveaux ou les nouveaux. Et puis, il y a aussi, au jour le jour, le bâtiment est relativement grand. On a beau hurler, on ne s'entend pas de l'autre côté. Donc, elle est où ma caisse? Je trouve pas mes légumes. Quelqu'un a vu les clés du camion? Bon, tout ça, c'est un petit peu compliqué. Du coup, on a très vite opté pour des outils assez poussés. Ce sont les radios. Donc, on a demandé l'autorisation au départemental en disant « Est-ce qu'on a le droit d'utiliser le matos des secouristes ?» Alors, je sais bien qu'on n'est pas sur un poste de secours, mais là, c'est quand même la merde. Ouais, allez-y. Sauf qu'il faut une formation pour utiliser les radios, c'est pas open bar. Du coup, on a formé en 4e vitesse tous les nouveaux cadres, on les a accompagnés, on a fait... On a coupé dans les angles comme ça, on a fait au plus vite, mais ça a permis quand même d'avoir, par exemple, parce que tous les responsables de pôle aient leur radio sur le côté, ce qui permettait quand même de non seulement moi à l'accueil d'entendre ce qui se passe à l'arrière de la boutique, de pouvoir transmettre une information instantanément, d'avoir un feedback instantanément. Les radios, je ne sais pas si vous savez comment ça fonctionne, mais si moi je parle, si vous avez tous une radio, vous avez tous l'information en même temps. Mais ça permet du coup également d'entendre ce qui se passe à l'arrière.
Quand quelqu'un à un pôle dit « on est saturé, on a besoin d'aide » et d'entendre un autre pôle qui dit bah, « écoute, nous on est en train de se toucher, on t'envoie quelqu'un », c'est hyper gratifiant parce que moi j'ai plus rien à faire. Je suis informaticien, c'est mon métier de rien faire. Donc voilà, là j'ai tout gagné à ce moment-là. Le but c'était vraiment d'avoir une recherche de l'autonomie du poste, de les rendre le plus autonomes possible. En 5, remettre l'humain en cible. Je vous ai dit, moi, ma phrase c'est People First, c'est l'humain avant tout, avant toute chose. Et on est là, pourquoi on se lève le matin durant une distribution alimentaire? C'est pour répondre à un besoin d'humain. Je ne suis pas en train de faire un logiciel pour une start-up. Là, je gère de l'humain dans mes équipes, mais j'ai également de l'humain en face de moi. Ce sont mes clients, les personnes qui sont dans le besoin. Du coup, on va faire également tout un travail pour les considérer, eux, avec leurs forces et leurs faiblesses. Et quand on parle de faiblesse, il y a la barrière de la langue, la barrière de la culture, la barrière de la pauvreté. Il y a milliers de barrières différentes qui vont se mettre entre eux et nous. Et le but du jeu, c'est d'aller casser ces barrières. Donc c'est plein de petits ateliers qu'on va monter. Vous avez quelques exemples sur des petits pictos qu'on a été choisir, imprimer, catégoriser, imprimer, les mettre à disposition. C'était des messages qui étaient écrits dans plein de langues différentes, placardés à l'entrée de l'unité locale de Rennes, de façon à ce que l'information que l'on souhaitait faire passer auprès de notre public puisse être prise le plus tôt possible et réduire la frustration. Je vous assure qu'avoir 300 personnes qui attendent devant vous pendant 3 heures pour avoir de la nourriture, il y a un sentiment de chaos qui monte très vite. Le but du jeu, pour nous, c'est d'apaiser tout ça, d'apporter de la sérénité. Et ça en fait partie. Il y a d'autres choses qui sont aussi très faciles, c'est d'entamer le dialogue, c'est d'abord d'apporter une simple bouteille d'eau pour faire patienter. Il y a plein de trucs et astuces, mais voilà, gardez en tête, on gère de l'humain. Je gère l'humain devant le portail qui attend, je vais également gérer l'humain, je vais animer mes équipes. On est à la Croix-Rouge, parmi tous les piliers de la Croix-Rouge, je vais vous en citer 2, unité et impartialité. Unité, nous considérons identique, que ce soit un ancien cadre de plusieurs années d'expérience ou que vous soyez bénévole pour la toute première fois. Je vais vous accompagner de la même manière, je vais vous considérer de la même manière. Impartialité, je ne ferai pas de distinction si jamais il y a une couleur de peau différente, si jamais il y a une culture différente, si jamais il y a une religion différente. Vous avez tous votre place parmi nous. Et ça, c'est important à chaque nouvel arrivant de se l'entendre dire. C'est pour ça qu'on prendra un temps dédié aux nouveaux pour leur faire visiter les lieux. C'est également pour ça qu'à la fin de leur première journée, tous les nouveaux auront droit à un débrief collectif puis individuel, ainsi qu'à la mise à disposition d'une hotline pour un potentiel soutien psy s'ils souhaitent, de chez eux, plus tard, pouvoir souffler un peu. Encore une fois, je vous dis, distribution, c'est pas tout repos. Le but du jeu aussi, pour moi, c'est, enfin que je dis pour moi, c'est pour moi par rapport à ces slides, mais on est plusieurs là-dessus, c'est de gérer le turnover. Donc le but du jeu, c'est de leur donner envie de rester. Donc on va faire plein de choses pour leur donner une vraie sensation, c'est même pas une fausse sensation, mais une vraie sensation d'appartenance à une grande équipe. Donc là, petit atelier par exemple, on s'était rendu compte que les gens, ils partaient 48 heures se reposer, ils revenaient, ils reconnaissaient plus personne. Bon, on va faire un petit jeu, on va juste se prendre en photo, on va imprimer ça sur les murs, on va mettre avec le masque et sans masque avec le prénom. C'est tout bête, c'est tout con, ça ne demande rien du tout, mais ça aide les gens à identifier le copain avec qui ils vont travailler sur le poste pendant toute une journée. Donc là aussi, c'est un travail sur la longueur. La multicompétence, donc là, c'est la recherche d'éliminer les experts. On a vu, ça nous avait fait défaut la première fois. On va plutôt aller chercher des référents, c'est-à-dire une multitude de référents qui vont pouvoir répondre à une problématique sur le pôle du froid ou sur le pôle de l'accueil. Là aussi, c'est un travail sur la longueur, parce qu'on a beaucoup de turnover, et donc on utilise des petits outils comme ça, où les gens disent moi, je me sens super à l'aise sur tel poste et sur tel autre, et je voudrais par contre tester un nouveau pôle. Et nous, on va essayer de les placer sur ce nouveau pôle-là. Donnez votre confiance, mais maintenez le contrôle. Alors, ce slide, il peut faire réagir, mais oui, les cadres ont très peu d'expérience. Nous aussi, on a très peu d'expérience, et malgré tout, on a des lois au-dessus. Alors, c'est bien beau de se faire confiance, mais la chaîne du froid, t'as beau faire confiance, à un moment donné, il faut quand même la contrôler, la chaîne du froid. Donc, on ne peut pas y échapper.
Donc pour faire ça, le meilleur moyen, c'est de les aider, de leur donner toute l'information nécessaire pour les rendre autonomes et responsables de leurs propres responsabilités. Alors heureusement, on ne les catapulte pas à leur nouvelle place, hein, tout seul et débrouille-toi comme ça. Non, non, on va les accompagner, on va les former et on va leur mettre à disposition sur des affichettes, par exemple, toutes les informations pour qu'ils puissent être le plus autonomes possible. Mais derrière, ça n'empêche qu'il y aura potentiellement du contrôle. Partagez votre plan de bataille. Donc voilà un plan de bataille. À gauche, vous avez la matinée. À droite, vous avez la fin de journée. Vous avez des post-it. Donc les gens peuvent se positionner comme ça dessus en disant sur une journée calme, je démarre ma journée ici, puis ensuite je vais faire ça, puis je vais faire ça. Ça, c'est une journée pas calme. Bon, là, c'est stratégie militaire, hein, où on a essayé de prédisposer des postes en disant voilà, ça c'est le poste du froid, ça c'est le poste de la régulation, ça c'est etc., etc. Et on indique, on dit attention, là vous voyez dans l'assemblage colis et dans la distribution, c'est intense physiquement. Puis à l'accueil, il y en avait un autre, je sais plus, régulation. Attention, psychologiquement, c'est éprouvant. Donc les gens savent et ils peuvent aussi changer avec le copain en disant je suis pas très à l'aise. Ce qui est important avec un plan de bataille, c'est que certes, nous avons obligation, parce que sinon ça ne marche pas, d'avoir une organisation militaire, tu as un poste, tu sais qui est ton référent, tu sais comment il travaille dessus, mais il sera faux, ce plan. Spoil, votre plan, il tombe toujours à la poubelle. Mais c'est intéressant de le lancer parce que comme ça vous vous plantez, vous savez que ça ne marche pas et vous pouvez l'améliorer pour la fois suivante. La photo qu'on vous a montrée, mais on l'a refait une quinzaine, une trentaine de fois, il n'était jamais bon, les cases bougeaient, les responsabilités sur les cases changeaient et c'était pas grave du tout. On apprenait à chaque fois. Surtout qu'on avait la chance, nos itérations c'était pas 3 semaines, c'était 24 heures. C'est sympa Kevin tout ce que tu nous racontes là, mais nous parler radio, pôle fruits et légumes. Mais on est à l'Agile Tour, donc si tu peux nous faire un petit rapprochement avec des notions d'agilité, je pense que ça devrait déjà un peu plus leur parler. Si t'insistes. En mode fast, évidemment. Bon, vous l'avez compris pour les agilistes, hein, quand je vous parle de fluidifier votre processus, évidemment, c'est pas naïf. On parle de Kanban ici. On parle de Kanban, on parle de cycle time, d'identification des contraintes pour fluidifier votre flux. Quand je parle de faire des briefings tous les matins, c'est évidemment le daily meeting, le partage de la vision, qui est énormément important, de savoir pourquoi les gens se lèvent le matin, pourquoi ils vont aller taffer dans vos équipes. Le partage de la vision, c'est quoi la big picture? Et puis c'est aussi la recherche d'autonomie pour eux, leur donner la possibilité, quand ils connaissent la big picture, ils savent vers quelle direction aller. Donc ils sont beaucoup plus autonomes. Le soir, à l'inverse, récupérer les retours de votre équipe, c'est évidemment la rétrospective. Alors nous, on n'a pas fait une rétrospective avec des post-it, on n'avait pas le temps. Mais ça fait partie de ce cycle d'amélioration continue, de la recherche de s'améliorer. Et c'est pas récent comme méthode. Enfin, depuis 1930, avec la route PDCA de Deming, c'est déjà présent. Le petit picto, pour ceux qui ne connaissent pas, Plan, Do, Check, Act, PDCA. Assurer une bonne transmission. Alors celle-là, le lien n'était pas évident au premier abord. C'est en creusant qu'on s'est rendu compte, en faisant les slides. En fait, je vous ai mis un extract là de Extreme Programming, où on retrouve des patterns d'Extreme Programming. Pour ceux qui ne connaissent pas trop, code standard. Alors nous, on n'a pas codé. Par contre, en termes de standardisation, on était au top. Il fallait que tout le monde fasse la même chose du côté des légumes. Collective Code Ownership, encore une fois, on n'avait pas de code. Par contre, nos pratiques étaient non seulement connues de tous, mais ils étaient partagés et validés par tous. Donc, ça veut dire qu'à n'importe quel moment, quelqu'un qui travaillait sur un poste savait comment ce poste allait fonctionner. Donc, il y avait une acceptation des règles de ce poste. Le pair programming, typiquement, on n'avait jamais catapulté quelqu'un tout seul sur un sujet et puis débrouille-toi. Non, non, il était accompagné du début à la fin par quelqu'un qui avait déjà de l'expérience. C'était du pair programming. Refactoring, peut-être moins présent dans notre cas de figure, et le continuous intégration, en termes d'intégration continue, quand vous faites une distribution tous les 2 jours, oui, vous avez le temps d'éprouver vos systèmes. Donc oui, on a repompé énormément de choses issues de Extreme Programming. Évidemment, on avait spécifié beaucoup le droit à l'erreur. Pardon. Et pour la bonne transmission, la recherche d'auto-organisation et d'autonomie, comme d'habitude. Je crois que c'était dans le titre. Oui, ça peut aider. Alors le 5e, c'est certainement le seul slide finalement qui n'a rien à voir avec l'agilité. C'est comment vous motivez vos équipes, la recherche d'autonomie, la recherche de motivation. Nous, on a vachement joué sur la recherche de motivation intrinsèque, c'est-à-dire la motivation que vous avez en votre sein intérieur, qui ne nécessite pas
de stimulus externe. Vous n'avez pas besoin de recevoir de l'argent pour aller faire une distribution alimentaire. Il n'y a rien qui... Les mecs, ils se lèvent le matin, et c'est même pas pour la gloire. Il n'y a rien du tout. Et il se trouve que pour la Croix-Rouge, un des piliers, j'ai dit, humanité, quand les mecs se lèvent le matin pour dire je vais faire de l'humanitaire, clairement, on jouait spontanément sur la motivation intrinsèque. Donc ça nous a énormément aidé. Est-ce qu'on soit clair, le bénévolat, alors, beaucoup des assos, même l'ensemble, est vraiment dénué d'intérêt et de retour, en tout cas pour le bénévole, à part un sourire et à part un merci. C'est ça. Animer votre équipe, donc là on pourrait citer les individus et leur interaction plus que le processus et les outils. On est clairement dedans. Alors je pourrais donner des idées sur le management 3.0, je pourrais parler de la sécurité psychologique, je pourrais parler également de Tuckman. Vous pouvez prendre une photo vite fait, si vous ne connaissez pas, je vous invite à aller creuser ces sujets-là. On n'aura pas le temps, c'est des sujets de conf à part entière. Le but c'était évidemment, excuse-moi, c'est sur cette courbe, nous c'était d'arriver au stade de performing. Sachant qu'à chaque fois que vous changez quelqu'un dans votre équipe, vous êtes dans le stade de storming, donc il faut remonter très rapidement. Sauf que nous, encore une fois, on est à 90% de turnover. Donc on oscillait tous les matins entre storming et à 9h30, il fallait être en performing. C'était sport. La multicompétence, là c'est issu carrément de Scrum avec le cross-functional team. Donc c'est quelque chose qui est poussé par Scrum de dire n'essayez pas d'avoir des experts, essayez à ce que votre équipe soit multicompétente. Comme ça, s'il y en a un qui est malade, c'est pas grave, votre équipe reste résiliente. Et puis, une recherche du travail soutenable. Donc, on incitait énormément les bénévoles à aller se reposer. Ça n'a pas toujours été efficace. Par moments, certains n'écoutaient pas, finissaient en burn-out. Donc, étaient obligés d'aller se reposer beaucoup plus longtemps. Mais on a vraiment essayé de dire, non, écoute, là, tu as bien donné, rentre chez toi, va te reposer. Donc, on a essayé d'avoir un travail, un rythme soutenable. Donnez votre confiance, mais maintenez le contrôle. Je pourrais faire un parallèle assez facilement sur le delegation poker du management 3.0, où on essaye de jouer, je te dis quoi faire et tu me donnes ton avis, ou je viens te consulter pour savoir ce que tu vas faire, comment on va fonctionner. Dans certains cas, dans la plupart des cas, on va essayer de fonctionner sur la recherche du 3, 4, 5, c'est-à-dire on est à peu près d'accord, on se met d'accord ensemble. Mais dans certains scénarios, il ne faut pas hésiter non plus à aller taper sur le 1. Quand j'ai besoin d'appliquer des règles sanitaires Covid, je me fous de ce que tu en penses. On va l'appliquer et c'est comme ça. C'est le numéro 1, c'est une annonce. Partagez votre plan de bataille, c'est bien beau d'avoir un plan de bataille. Notre plan de bataille, c'est le plan du dessus. La réalité, on le sait très bien, c'est l'image du dessous. Donc il est important de le partager, mais il est surtout important d'anticiper le fait qu'il ne sera pas bon et qu'il va falloir s'adapter. Donc mettre plein de choses autour sur accepter l'incertitude, accepter le chaos qui va arriver et s'assurer de pouvoir y répondre. 9 règles. 9 règles et je viens de vous citer quoi? Du PDCA, du Kanban, du Scrum, du Management 3.0, du Tuckman, du Manifeste Agile avec, on pourrait citer les valeurs et les principes, je ne les ai pas fait à l'oral mais on a plein de valeurs et de principes qui pourraient être accolés au slide. Ça fait quand même beaucoup finalement, alors même qu'à la base, on n'a rien à voir avec une entreprise informatique a priori. Et c'est exactement ça en fait. Ce qui est génial, c'est qu'on est parti au départ pour distribuer de la nourriture. Pour ce faire, et sans le savoir, vraiment, on est passé par plein de comportements et de manières de faire très inspirées des méthodes dites agiles, dont l'auto-organisation, on l'a vu, et l'amélioration continue, un préalable à n'importe quelle méthode au final. Et ce qui est génial, c'est qu'on a réussi à dépasser le plafond de verre de l'étape des J10, je vous rappelle les premières contraintes, en repoussant, littéralement, on peut le dire, les murs de l'unité locale. Et que, en sortie de confinement, au moment où tout le monde reprend ses activités, on s'est aperçu d'un très bel effet de bord à l'ensemble de ces travaux. Nous étions capables de rebondir complètement, et ce, sans douleur. Je m'explique. En sortie de crise, tous les bénévoles spontanés sont majoritairement retournés travailler. Mais pour autant, on a eu une capacité d'adresser, grâce à tous les nouveaux process mis en place et tout ce que vous a pu vous expliquer Kevin, beaucoup plus de bénéficiaires qu'au départ, qu'avant Covid donc, en gardant les avantages, les process et l'amélioration de tout ce qui avait pu être mis en place. Nous avions donc atteint un état de plus grande résilience. Ce qui est génial, c'est qu'on pourrait presque résumer notre conf à une petite équation. Si vous voulez atteindre un état de forte résilience, il y a 2 composantes majeures. Il vous faut avoir réussi à mettre en place de l'auto-organisation dans vos équipes, ce qui est déjà un gros challenge, et mettre en place de l'amélioration continue. Ces 2 composantes permettent naturellement d'aborder une plus grande résilience.
Mais ça serait un peu trop facile de rester à juste cette équation. Il vaut mieux du coup ne pas oublier toutes les choses qui peuvent tourner autour et qui vont vous aider à atteindre cette résilience. La motivation intrinsèque, le droit à l'erreur, le partage de la vision, la codécision, la délégation de responsabilité, l'accueil de l'incertitude, être capable de se planter, d'accepter de se planter dans les plans et travailler à mettre en place la sécurité psychologique et encore plein de choses. Donc ce n'est pas si simple que ça, mais déjà on peut commencer avec l'auto-organisation et l'amélioration continue. Alors, on vous a donné une super recette, un super carnet de cuisine. J'espère que vous pourrez l'utiliser chez vous. Moi, j'ai une question. Et tout ça pourquoi? Quel résultat en fait? Avant Covid, je vous le disais, on venait en aide à 120 familles par semaine. On distribuait 1700 repas. Première semaine, on accueille 39 familles. On distribue 2200 repas parce qu'en fait, on charge tout simplement beaucoup plus les colis. On distribue l'équivalent de 2 repas par jour par membre du foyer. Et on fait alors une distribution par semaine. En semaine 6, au moment où ça se stabilise, on a de la chance. Les grands réseaux réouvrent leurs portes. Les Restos du Cœur, les Secours Populaires et d'autres associations locales réouvrent. On n'est pas restés les seuls non plus pendant 6 mois et heureusement, ça aurait été impossible. On accueille tout de même plus de 300 familles à ce moment-là à la Croix-Rouge. On fait 2 distributions par semaine. Une distribution, c'est 10 300 repas en seulement 3h30. Ça fait des muscles. Et aujourd'hui, ce qui est génial, c'est qu'on fait 4 distributions par semaine. Donc on est revenu au même nombre de distributions qu'avant Covid. Sauf que par distribution, on fait 3 créneaux horaires. Par créneau horaire, il y a 20 familles. Et que du coup, on accueille 240 familles par semaine avec moins de 10 bénévoles. Là où, pendant le Covid, il nous en fallait pas moins de 40 par jour. 3 derniers slides. 3 derniers slides, c'est parti. L'agilité n'a rien inventé. Par contre, utiliser des préceptes de l'agilité vous permet de poser des mots et des concepts qui sont facilement identifiables et compréhensibles à tous. Donc c'est pour ça que c'est hyper intéressant de travailler avec des notions agiles, parce que ça vous permet d'avoir un même discours avec les personnes en face quand vous essayez de leur transmettre une information. Et surtout, croyez en l'humain. Une petite équipe motivée arrivera toujours à dépasser vos espoirs si vous leur en donnez les moyens. Merci. Je voudrais remercier en tout premier lieu l'ensemble des bénévoles qui nous ont suivis et supportés, surtout supportés, pendant cette longue et douloureuse période. Vous avez quelques tronches de copains ou d'ex-collègues. Merci à Élouan. Merci à toi. T'es un gros malade et chapeau bas. C'était un plaisir de bosser encore une fois avec toi. Merci à vous. Merci de nous avoir écoutés. Merci de nous avoir écoutés avec attention. On remercie les sponsors. On n'a pas le slide. Si, c'est après les slides? Je n'ai pas remis. Ah, d'accord. On remercie encore les sponsors. Et puis, je te laisse le mot de la fin. Eh bien, on reste une association, qu'il existe aussi un geste pour faire barrière à l'isolement social. N'hésitez pas à faire un don pour la Croix-Rouge française, notamment pour la Croix-Rouge française de Rennes. Rien n'est réglé, in fine. On n'est qu'une goutte dans l'équation. Plus de 5,5 millions de Français cherchent toujours à se nourrir à l'heure de cette présentation. Et puis, votre feedback nous intéresse. Donc, si vous voulez nous faire un retour suite à cette présentation, en tout cas, merci de votre attention. Merci à vous. Une minute? Ouais, bon. Est-ce qu'il y a des questions? 30 secondes. Oui. Alors, on a partagé, d'un point de vue département, surtout avec les autres associations, pour qu'au moment où à S+4, ils cherchaient à réouvrir leurs portes, à voir comment ils pouvaient se réorganiser en interne, justement pour respecter ces gestes barrières, permettre à des bénévoles de revenir avec une population retraitée, comment accueillir des nouveaux bénévoles, etc. Voilà, c'est tout à fait. Oui, je répète parce qu'on n'entend pas forcément. On a accueilli des représentants de d'autres associations pour qu'ils puissent voir comment on fonctionnait à la Croix-Rouge une fois qu'on était réouvert, pour qu'ils puissent dire ok, donc ça c'est une bonne idée, ça c'est pas une bonne idée. On a eu aussi des représentants de la mairie, on a eu des représentants du département, tous les services sociaux, en veux-tu en voilà. On a eu aussi des journalistes qui venaient voir le truc. Alors on essayait de se faire beau. Alors c'est pas évident avec les tenues qu'on a, mais on essayait quand même. En plus avec ta cagette, il y a plus sexy. C'est pas Adriana Carambeu tous les jours. Non, c'est pas Adriana, non.
C'est plus Robert. D'autres questions? Écoutez, merci à vous. Et profitez bien de Agile Tour. Très bonne journée à vous.